Bonjour à tous, comment allez-vous? Bienvenue dans cette deuxième et dernière partie sur l'iceberg des vidéos de surveillance. Cette deuxième partie est la plus importante puisque nous allons tranquillement plonger dans des vidéos de surveillance peut-être moins connues et surtout des vidéos inquiétantes, glauques et même pour certaines qui donnent froid dans le dos. Sur ce, continuons notre iceberg. Il est temps d'aller en dessous. Cheryl Perry Wingle. Le 21 juin 2013, Cheryl, ses deux jeunes sœurs et leur mère ont rencontré un homme nommé Donald Smith au Dollar Store. Il a proposé d'acheter des vêtements à la famille avec une carte cadeau Walmart de $150 qu'il avait. Elles l'ont toutes accompagné dans sa camionnette jusqu'au Walmart, où ils ont fait des achats pendant 2 heures après que Donald ne leur propose finalement de leur acheter à manger au McDonald's de Walmart. Ils lui ont fait confiance à ce stade. Donald avait convaincu Cheryl de l'accompagner au McDonald's pour l'aider à acheter de la nourriture pour le reste de la famille. Au lieu de leur apporter de la nourriture, comme il l'avait promis, on peut le voir sur les caméras de vidéo de surveillance en train de conduire la fillette de 8 ans à l'extérieur où il la kidnappe. Son corps a été retrouvé le lendemain matin dans un ruisseau derrière une église. On pense qu'elle a été attachée, violée et étranglée à mort à l'arrière de la camionnette de Donald avant qu'il ne se débarrasse de son corps. Il s'avère que la surprise était que Donald était un pédophile et un délinquant sexuel connu. Il venait d'être libéré de prison quelques semaines avant de kidnapper Cheryl et de lui faire ça. C'est si triste de voir ses derniers moments sur cette caméra. Femme inconnue. La personne ici n'a pas de nom. Vous avez peut-être vu passer cette vidéo en novembre 2019. Tout ce qu'on a de cette personne, c'est ces images provenant de sa sonnette qui aurait été kidnappée. Il y a cette voiture qui passe dans ce quartier et vous pouvez entendre cette femme de la voiture juste crier à plein poumon pour que quelqu'un l'aide. Le plus effrayant dans cette vidéo, c'est qu'on ne sait toujours pas qui c'est et que cette affaire n'a jamais été résolue. Nous n'avons jamais été en mesure d'identifier la femme. Nous ne savons pas si elle va bien. Nous ne savons pas si elle est juste une personne qui a disparu. Et nous n'avons aucune idée si la personne a été attrapée et ce qui lui est arrivé. Un étudiant de Tulane survit à une agression après un enrayement. De retour en novembre 2015, au Nouvelle-Orléans, il y a cet agresseur qui essaye de traîner cette femme dans la rue vers sa voiture comme s'il allait la kidnapper. Elle tombe et finit par lui prendre son sac à main. Peter Gould, 25 ans, intervient et s'arrête pour essayer d'aider la femme. Mais cela met l'agresseur en colère et s'en prend à Peter. L'agresseur a apparemment tiré sur Peter dans l'estomac parce que Peter a dit qu'il n'avait pas d'argent à lui donner. La fin de cette vidéo, c'est Peter qui est littéralement couché sur le sol, se tordant de douleur. Puis l'agresseur se dirige vers la tête de Peter et il va certainement lui tirer dans la tête. Il essaie, mais l'arme s'enraye miraculeusement et il n'a pas pu le tirer. L'agresseur essaye à nouveau et à nouveau, l'arme s'enraye. Alors l'agresseur abandonne et s'enfuit. Peter est amené à l'hôpital. Il a survécu à son agression. La femme, heureusement, n'a subi que quelques blessures mineures. L'agresseur s'est seulement enfui avec son sac à main et comme il la traînait vers un véhicule, il est fort possible que Peter lui ait sauvé la vie car il était littéralement sur le point de la kidnapper et faire probablement des choses atroces. Emma Filipov. Une Canadienne de 26 ans, Emma Filipov, a disparu devant son hôtel Embrace en Colombie-Britannique le 28
novembre 2012. Elle séjournait dans un refuge pour femmes sans abri de façon intermittente depuis février et sa famille l'ignorait totalement. 5 jours avant sa disparition, une caméra de surveillance la montre dans un YMCA. Elle entre et sort du bâtiment à plusieurs reprises et on dirait presque qu'elle regarde par la fenêtre pour voir si quelqu'un la suit ou si elle cherche quelqu'un. Et puis tôt le jour de sa disparition, il y a aussi une vidéo d'elle dans le magasin d'une station-service. Là encore, elle regarde par la fenêtre comme si quelqu'un la suivait. Elle quitte brièvement le magasin, puis revient et achète une carte de crédit prépayée de 200 $. Elle retourne au refuge, puis quitte à nouveau le refuge à 18h. Ce jour-là, elle commande un taxi, apparemment pour aller à l'aéroport, mais nous ne savons pas où elle allait. Et le taxi l'a en fait déposée très tôt parce qu'elle n'avait pas la somme d'argent nécessaire pour payer la course. Et pour une raison que nous n'ignorons, elle n'a pas utilisé sa carte de crédit de 200 $. Quelques minutes après, on la voit marcher pieds nus devant l'hôtel Empress où elle disparaît. Elle se comportait vraiment bizarrement, donc quelqu'un a fini par appeler le 911 pour elle. La police vient et lui parle, mais ils ne pensent pas qu'elle ne soit une menace. Ils sont donc partis et l'ont laissé partir. Et c'est tout. Il n'y a aucune observation confirmée depuis que c'est arrivé, ce qui est un des cas de personnes disparues où c'est juste pouf, aucun indice, rien. Elle est juste là, 1 minute, et elle disparaît. C'est tout. La famille Jamison, Bobby et Cheryl Jamison, ainsi que leur fille Madison, âgée de 6 ans, ont disparu le 8 octobre 2009 dans l'Oklahoma. La famille avait prévu de déménager. Ils ont donc mis leurs affaires dans la voiture et ils se sont mis en route pour déménager. Puis, on ne les a jamais revus. Ils ont juste disparu. 4 ans plus tard, en 2013, les restes des squelettes de la famille ont été retrouvés et ils ont aussi retrouvé leur voiture. Ils avaient également trouvé 32 000 $ en espèces et tous leurs biens dans la voiture. Ce qui est effrayant, c'est qu'il y a des images, encore une fois, de caméras de surveillance de leur maison et on peut voir la famille faire leurs bagages, faire des allers et retours de la maison à la voiture, emballer les affaires pour déménager et c'est la dernière fois qu'on les a vus vivants. Beaucoup de gens disent que dans ces images, ils ont l'air désorientés et agissent de façon très bizarre, mais c'est difficile à dire parce que c'est une sorte de séquence fixe. Ce n'est pas une vidéo continue, ce sont des images fixes toutes les quelques secondes, mais encore une fois, c'est tout. Personne ne sait à ce jour ce qui leur est arrivé, mais tout ce qu'on a retrouvé d'eux, c'est leur voiture et des restes squelettiques. Jessica Chamber. Le 6 décembre 2014, Jessica Chamber, âgée de 19 ans, a été retrouvée en feu à côté de sa voiture. De l'essence avait été versée dans sa gorge et sur tout son corps et dans son nez. Elle est morte tôt le lendemain matin à l'hôpital. Les autorités affirment qu'elle avait prononcé le nom d'Eric ou Derek alors qu'on l'aidait sur le bord de la route. Il y a des images, encore une fois, de vidéos de surveillance de Jessica tout au long de la journée. Entrant et sortant dans une station-service, c'était juste quelques heures avant. Ces images ont donné beaucoup d'indices, mais n'a jamais expliqué exactement ce qui est arrivé à Jessica. Cette affaire est techniquement toujours non résolue, mais l'identité de la personne qui a commis ce crime, c'est un homme nommé Quinton Dalis et qui était en contact avec Jessica depuis 2 semaines avant sa mort. Les deux se sont envoyés des messages sans arrêt les semaines précédant sa mort et à la seconde où elle est morte, il a complètement arrêté de la contacter et ne lui a plus jamais envoyé de texto juste après sa mort. En plus de cela, on a découvert qu'il avait supprimé un tas de messages d'elle 1 heure après sa mort. Heureusement, même si l'affaire n'est pas résolue et qu'il n'y avait pas assez de preuves contre lui, il est toujours en prison pour un autre meurtre d'une autre femme. La théorie que Jessica et Quinton se sont rencontrés ce jour-là, il l'aurait harcelée pour du sexe. Et quand elle a refusé, il se serait mis en colère. Il l'aurait probablement agressée, puis étranglée jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. Il l'a ensuite
amené en voiture puisqu'il était chez lui. Il a ensuite marché à pied jusqu'à la maison de sa sœur qui était proche pour emprunter sa voiture. Il a pris sa voiture pour aller chercher de l'essence. Il est retourné à l'endroit où Jessica était encore inconsciente. Il a procédé à son allumage et à celui de sa voiture alors qu'elle était dans la rue en train de mourir. La sœur de Quinton, qui est allée avec lui sur la scène pour l'aider à commettre ce crime, et elle avait le nom d'Eric tatoué sur la main. On pense donc qu'elle était impliquée d'une manière ou d'une autre et qu'elle a vu ce nom avant de mourir. Mais encore une fois, l'affaire n'est pas résolue et ce n'est pas une preuve suffisante pour mettre quelqu'un en prison juste parce qu'il a un tatouage sur la main écrit Eric. Il est presque certain que Quinton a quelque chose à voir avec cette affaire, mais nous ne sommes pas sûrs qu'il soit responsable ou le seul responsable. Kelsey Smith. Kelsey Smith avait 18 ans et elle a été vue pour la dernière fois le 7 juin 2007. Elle est entrée dans un magasin Target au Kansas pour acheter un cadeau à son petit ami. Elle a apparemment parlé à sa mère au téléphone pendant qu'elle était dans le magasin. Elle a ensuite payé ses articles et a quitté le magasin et elle n'a jamais été revue vivante. Les images de surveillance de Target la montrent entrant dans le magasin et le quittant. Mais sur ces mêmes images, on voit également cet homme entrer dans toutes les allées où elle allait, tout en gardant une distance de sécurité avec elle, mais en la suivant manifestement. Il a également quitté le magasin peu de temps avant Kelsey. Ils ont également filmé quelqu'un dans le parking, forçant Kelsey à monter dans sa propre voiture, la voiture laissée devant le parking d'un messie voisin, avec toutes les affaires de Kelsey à l'intérieur. Le même homme qui la traquait dans le Target peut être vu sortant de la voiture et courant vers la rue. Le corps de Kelsey a été retrouvé quelques jours plus tard à 18 ou 20 km de l'endroit où elle avait été enlevée dans le Missouri. Elle a été également agressée sexuellement et elle est morte par strangulation. Heureusement, cette affaire est résolue. Ils ont attrapé son meurtrier. Edwin Hall est un homme de 26 ans qui a été identifié par un de ses voisins qui l'a vu sur la vidéo de surveillance. Heureusement, il a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Voilà, on a terminé les dessous de l'iceberg. Maintenant, on va descendre dans un endroit avec des vidéos glauques. J'espère que vous êtes prêts. Bienvenue dans les abysses. Anthony George. Le 31 octobre 2013, dans l'Ontario, au Canada, un détenu de 32 ans, Anthony George, bat son compagnon de cellule, Adam, 29 ans, à mort. On peut voir le passage à tabac au loin, puis on peut également le voir sur la caméra traînant le corps de son compagnon de cellule le lendemain matin jusqu'à la zone de douche. Les gardes n'ont jamais remarqué ce qui se passait. Anthony était apparemment ivre de l'alcool de prison au moment du meurtre. Il a également admis avoir fumé une cigarette contenant du PCP à ce moment-là. L'attaque contre son compagnon de cellule a duré 1 heure entière. Certains détenus qui l'ont vu l'ont encouragé, tandis que d'autres ont essayé d'alerter les gardiens. Les gardes, cependant, n'ont toujours rien fait. 6 membres du personnel de la prison ont été licenciés pour n'avoir rien fait. 2 autres détenus ont également eu des ennuis parce qu'ils ont aidé Anthony à déplacer le corps du point A au point B et à nettoyer le sang dans la cellule. Mais Anthony était connu pour être violent et avait déjà eu des ennuis avec son compagnon de cellule. Il l'avait auparavant étranglé, mais les gardiens ne l'ont jamais remarqué. Ils auraient dû faire plus attention, surtout quand ce genre de choses se passe juste là. Joseph Merlino III. Le 14 février 2017, Joseph Merlino III attend que son ex rentre du travail et l'attaque de nulle part avec une aiguille, lui injectant une dose mortelle de cyanure. L'attaque est filmée par la caméra de sécurité de la jeune femme. Les deux avaient un enfant de 2 ans. Les parents de la jeune femme l'ont amenée d'urgence à l'hôpital, mais malheureusement, elle est décédée le lendemain. Elle avait installé cette caméra de sécurité spécifiquement parce qu'elle craignait Joseph. Heureusement, il a été condamné à la prison à vie pour ce crime.
Relisha Rude. En 2014, Relisha, 8 ans, vivait avec sa mère, Samantha Young, dans un refuge pour personnes en situation de pauvreté et de sans-abrisme. Elle s'est liée d'amitié avec un concierge de refuge, Khalid Tatum, 51 ans. Il avait déjà commis des délits dans le passé et avait passé du temps en prison. Il était connu pour être généralement effrayant dans le refuge, surtout envers les jeunes filles mineures, mais il a gagné leur confiance. Il a acheté une tablette à Relisha et il l'a aussi amené à Disney. Sa mère lui faisait donc confiance et l'a laissé partir avec sa fille, mais il a dit que sa grand-mère allait être présente. Juste après, bizarrement, elle a arrêté soudainement d'aller à l'école en février de cette année. Et bizarrement, sa mère ne se posait pas trop de questions et essayait de cacher le fait que sa fille avait disparu. Elle a même écrit une note à l'école en disant que Relisha était prise en charge par un certain docteur Tatum, mais l'école n'a pas pu entrer en contact avec ce docteur Tatum. Ils ont appelé les autorités pour signaler sa disparition. C'était le 19 mars. Donc, 2 semaines après la disparition de Relisha, il y a 2 vidéos de surveillance de l'hôtel où l'on voit Tatum promener Relisha dans le couloir le 26 février, puis le 1er mars à l'hôtel Day, la dernière fois qu'on l'a vue. Donc, on sait très bien qu'il l'a enlevée. On ne sait pas exactement ce qu'il lui a fait, mais on peut supposer qu'elle est probablement morte autour de ces dates-là. Sautons à nouveau le 19 mars, date à laquelle Relisha est portée disparue par l'école. Il trouve aussi la femme de Tatum, Andrea, tuée d'une balle dans la tête dans une chambre de motel. Tatum a été vu pour la dernière fois achetant de la chaux, une pelle et de grands sacs de poubelle. Il allait bien sûr être arrêté, mais malheureusement, il a été retrouvé lui aussi mort, apparemment d'une blessure par balle auto-infligée. Relisha est présumé mort, mais n'a jamais été retrouvé. Cette affaire n'a pratiquement pas été couverte en dehors de la région de Washington, ce qui montre une fois de plus que les enfants noirs qui disparaissent ne reçoivent pas autant l'attention de la part des médias, en particulier les enfants pauvres. Noreen Jaslin. En août 2007, Noreen Jaslin, une fillette malaisienne de 8 ans, s'est rendue dans un marché pour acheter une brosse à cheveux et n'est jamais rentrée chez elle. Son cas n'est toujours pas résolu. En revanche, un sac de sport flambant neuf a été retrouvé devant un magasin. Le propriétaire du magasin a découvert le sac et lorsqu'il l'a ouvert, il a découvert que le corps de Noreen était à l'intérieur. Il est clair qu'elle avait été sévèrement torturée et qu'elle était probablement morte depuis environ 6 heures. Les images de vidéos de surveillance montrent un homme sur une moto qui dépose le sac. Puis, un peu plus tard, sur la caméra de vidéo de surveillance, on voit aussi cette femme qui monte dans une camionnette avec 2 types qui agissent de façon un peu trop bizarre et traînent dans le coin. On peut supposer qu'ils ont peut-être quelque chose à voir avec ça, mais évidemment, on n'a aucune piste. Magdalena Zook. Le 25 avril 2017, Magdalena s'est rendue dans une station balnéaire de la mer Rouge en Égypte. Elle était une touriste polonaise de 27 ans. Pour des raisons inconnues, elle avait prévu de rentrer tôt chez elle, mais elle se comportait de manière si étrange et erratique à l'aéroport que la sécurité a dû précipitamment l'amener à l'hôpital pour l'examiner. Sur les images de vidéo de surveillance, on la voit agir de façon très étrange à l'hôpital et être apparemment maîtrisée par 2 hommes. Elle a apparemment essayé de se jeter par la fenêtre à plusieurs reprises à l'hôpital au point qu'ils ont dû l'attacher au lit. Elle a réussi à échapper au lien en trompant une infirmière pour qu'elle la laisse partir sous prétexte qu'elle devait aller aux toilettes. Au lieu de cela, elle a attaqué l'infirmière et s'est jetée par la fenêtre de l'hôpital où elle est morte. Les autorités égyptiennes maintiennent encore aujourd'hui qu'elle s'est suicidée ou qu'elle l'a fait exprès. Peut-être que ça a provoqué de la panique et aussi une rupture mentale. Bien que nous le sachions, elle est décédée, évidemment, et nous savons comment elle est décédée et les circonstances qui l'entourent. Il y a encore beaucoup de questions dans cette affaire et certaines n'ont pas été résolues. Brandon Volmost. Le 31 mars
2015, Brandon, 23 ans, est vu sur la caméra en train de sauter de la voiture de son ami et d'être poursuivi dans son jardin par 4 hommes qui l'avaient suivi chez lui. Ce qu'on voit pas sur les images, c'est que les 4 hommes l'ont sévèrement battu à l'arrière de cour. Hors champ, il transporte ensuite son corps mou quelques minutes plus tard, le mettent dans la voiture et s'en vont avant que les agresseurs n'affirment que plus tard que Brandon a pointé une arme sur eux dans le jardin. Et donc, ils l'ont abattu parce que c'était de la légitime défense selon eux. Bref, les 4 hommes ont été accusés d'homicide involontaire et d'avoir caché un corps. Malheureusement, j'ai pas trouvé d'autres informations sur les condamnations, ni pourquoi, ainsi que la peine qu'ils ont reçue. Le plus troublant, c'est que nous avons les derniers instants sur les images de vidéos de surveillance, mais que personne n'a retrouvé à ce jour le corps de Brandon. Kylene Loader. Elle a été vue pour la dernière fois sur cette vidéo de surveillance, quittant son appartement sans chaussures, sans argent, sans téléphone et sans parapluie, sous une pluie battante, le 27 septembre 2014. Elle a ensuite été portée disparue. Ce n'est qu'environ 9 semaines plus tard qu'ils ont finalement retrouvé son corps à 8 km du lieu de sa disparition. Elle n'avait que 30 ans. Encore plus étrangement, elle avait apparemment passé des appels téléphoniques au 911 pour signaler des crimes. Malheureusement, c'est pas le cas. C'était probablement parce qu'elle avait des sortes de délires et d'hallucinations. Elle traversait aussi une sorte de dépression due à sa situation professionnelle, mais à part ça, elle n'avait jamais eu d'autres problèmes de santé mentale. On dirait qu'elle parle avec beaucoup d'enthousiasme, mais beaucoup de gens pensent qu'elle parle simplement avec enthousiasme à son chien. Mais même si nous savons qu'elle est décédée, nous ne savons toujours pas ce qui lui est arrivé entre le moment où elle a disparu et celui où on a retrouvé son corps. Nous voilà à la fin des abysses. Nous allons entrer tranquillement dans un endroit sombre où le mal règne, où la lumière n'est pas présente, où les vidéos qui se trouvent sont de loin les plus horribles. Bref, bienvenue dans le néant. L'arbalète cannibale à Bradford, West Yorkshire, Angleterre. En 2009 et 2010, 3 femmes ont été tuées. Susan Rushworth, 43 ans, Shelley Armitage, 31 ans et Susan Bailey Myers, 36 ans. Ces 3 femmes étaient des travailleuses du sexe. Un homme du nom de Stephen Griffins a été reconnu coupable d'avoir tué les 3 femmes. Stephen s'appelait lui-même le cannibale à l'arbalète. Il s'est donc donné son propre petit surnom. Comme je n'ai pas plus besoin d'expliquer pourquoi il s'est appelé comme ça, c'est extrêmement simple. Et bien sûr, l'autre aspect vraiment triste de tout ça, c'est que ces 3 femmes n'étaient probablement pas ses seules victimes. Il en a très probablement eu beaucoup plus. C'était un tueur en série très actif. Stephen a apparemment toujours voulu être un tueur en série depuis son plus jeune âge. Et c'est comme ce qu'il a toujours voulu faire. Quand il a kidnappé et tué sa dernière victime connue, Susan Myers, il l'a retenue dans son appartement pendant 2 jours avant de la tuer. Elle a essayé à plusieurs reprises de s'échapper, mais sans succès. Mais on a la chance de pouvoir avoir des images de vidéos de surveillance dans l'appartement de l'immeuble. On le voit qu'il l'attrape, la traîne dans son appartement et la tue. Ce qui est pire dans cette histoire, c'est qu'elle était proche de réussir à s'enfuir. La vidéo de surveillance que vous voyez, c'est celle de Stephen, sachant qu'il est filmé et éteignant la caméra alors qu'il est sur le point de commettre son crime. L'enlèvement à la gare de Tatanagar. En juillet 2019, Rinku Sahu, 35 ans, et Monu Mandal, 28 ans, ont été condamnés pour l'agression sexuelle et le meurtre extrêmement brutal d'une fillette de 3 ans. La fille de 3 ans peut être vue sur la vidéo de surveillance dormant avec sa mère dans la gare de Tatanagar en Inde. Sur la vidéo de surveillance, on voit 2 hommes la prendre dans leurs bras et partir avec la petite fille. Il s'avère que l'homme que vous voyez dormir juste à côté de la mère de la petite fille est Monu Mandal, qui est son petit ami. Apparemment, il a conspiré avec les 2 hommes parce qu'il voulait avoir sa copine
copine juste à lui. Donc il a conspiré avec les deux pour tuer la jeune fille. Le principal auteur du crime, Rinku Sahu, a été condamné à la prison à vie. Monu n'a eu que 10 ans et Kailash que 7 ans. Tous les trois ont été également condamnés à des amendes. C'est un des cas que je recommande pas du tout de faire des recherches. Si tu cherches des informations sur le sujet, je suis pas responsable. James et Lisa Goy. Le 1er février 2021, les meurtres de James et Lisa Goy ont été filmés par les caméras de surveillance de leur maison. James et Lisa n'avaient jamais eu de bonne relation avec leurs voisins, Jeffrey Spade, et d'après ce que j'ai compris, le matin de leur mort, ils pelletaient de la neige dans leur jardin et l'envoyaient littéralement dans le jardin de Jeffrey. Ils ont eu même une altercation verbale. Jeffrey les a menacés de les tuer et le couple l'encourage. Littéralement, t'es pas capable de le faire. Jeffrey disparaît dans sa maison. Pendant tout ce temps, la caméra filme et Jeffrey revient avec une arme et leur tire dessus jusqu'à ce qu'il soit mort. C'est d'autant plus horrible qu'il tire sur la femme et que le mari s'enfuit pour essayer de rentrer dans la maison et appeler de l'aide. On ne voit donc pas sa mort à la caméra, mais il le suit puis le tire dessus. Puis la femme n'est pas morte et il retourne pour continuer à lui tirer dessus jusqu'à ce qu'elle soit morte. Malheureusement, cette vidéo est beaucoup trop graphique. Je vais évidemment pas vous la montrer. C'est sans aucun doute la vidéo la plus graphique et la plus horrible que j'ai jamais vue en 3 ans de True Crime sur la chaîne. C'est vraiment effrayant. Je peux pas imaginer une chose aussi stupide pour laquelle 2 personnes sont mortes. Un homme vraiment en colère, il mérite tout simplement pas de mourir pour une chose aussi stupide. Shania Davis. Malheureusement pour celle-ci, il n'y a pas de vidéo. Shania Davis n'avait que 5 ans lorsque sa mère, Antoinette Nicole Davis, l'a donnée à un homme nommé Mario Andretti McNeil pour régler une dette de 200$ qu'elle lui devait. Il a exigé qu'elle lui donne de l'argent. La mère a donc apparemment remis sa fille en sachant que sa fille de 5 ans allait être violée. Des images de vidéos de surveillance glaçantes montrent Mario transportant Shania dans sa chambre d'hôtel juste avant que, vous savez quoi, se produise. Son corps a ensuite été retrouvé sur le bord de la route. Elle avait été bien sûr agressée et assassiné. Mario est actuellement dans le couloir de la mort. La mère de Shania ne purge qu'une peine de 17 ans et demi de prison. Elle devrait être libérée de prison en 2027. C'est littéralement horrible et dégueulasse de se dire que sa fille vaut littéralement une dette de 200$ et qu'on la donne comme ça pour régler une dette. Fiona Anderson. En avril 2013, Fiona Anderson, 23 ans, est vue sur une caméra de surveillance quittant le domicile de son ex. Ses 3 enfants, Lavena qui avait 3 ans, Andy 2 ans et Karen 11 mois, ont tous été retrouvés morts dans la maison. Fiona avait noyé les 3 enfants dans la baignoire et a laissé du rouge à lèvres, des marques de baiser sur la tête de chacun d'entre eux et a écrit I love you sur le ventre et a également écrit d'autres notes sur les murs autour d'eux. Après ça, elle a également été vue sur les caméras de vidéosurveillance errant dans les rues avec un ours en peluche à la main. Peu de temps après, elle s'est rendue au sommet d'un immeuble et a sauté vers sa mort. Une 5e personne est morte dans le scénario car il s'avère qu'elle était également enceinte de 7 mois. On pense qu'elle a fait tout ça parce qu'elle était bouleversée que son ex avait une nouvelle petite amie. Bien sûr, je suis sûr qu'elle souffrait d'une maladie mentale, mais dans tous les cas, elle a tué tous ses enfants. Les images de vidéos de surveillance donnent froid dans le dos parce qu'elle ressemble presque à un fantôme qui se promène presque distraitement après avoir fait toutes ces choses. Nous voilà à la fin de cette vidéo, de ce iceberg sur les vidéos de surveillance. J'espère qu'il vous a plu. Pour ma part, ça a été un plaisir, si on peut dire ça comme ça, de faire ce iceberg et surtout de travailler sur ces 2 vidéos. Au moment où je tourne cette 2e partie, j'ai pas encore vu si la première partie vous a plu. N'oubliez pas de mettre un petit like à cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne YouTube. C'est quelque chose qui me ferait énormément plaisir. Et puis nous, on se capte bientôt pour une prochaine vidéo. Mais bref, prenez soin de vous, à bientôt.